BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, les témoins du monde qui se construit, des contemporains du futur. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos. Chaque vendredi, nos talents non fongibles, nos NFT rien qu'à nous s'installent en plateau. Vous allez les découvrir pour nous accompagner en cette émission de rentrée aujourd'hui. Owen Simonin et Thibaut Boutroux, Meria à nos côtés. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Cette toute première, salut Thibaut qui vient de s'installer aussi, c'est la toute première de la saison effectivement. Alors c'est une émission de rentrée spéciale, le bilan de l'été sur le marché crypto. Chaque semaine on remonte l'actu et là on va remonter toute l'actu crypto de l'été pour que vous abordiez à la rentrée les plus au fait possibles des choses. On va vous uploader pendant une vingtaine de minutes. Donc le grand bilan de l'été à suivre. On parlera aussi de Telegram, bien sûr. L'écosystème crypto est très attentif au sort du fondateur de Telegram, arrêté en France, désormais mis en examen. On vous dira où on en est et pourquoi. Pour l'écosystème crypto, c'est un sujet important. Et puis un regard bien sûr aussi vers l'avenir de l'écosystème. Quels grands enjeux pourraient impacter le marché ces prochains mois? La présidentielle américaine, on est à 2 mois maintenant de cette présidentielle, les baisses de taux. Tout cela est au menu aussi de votre première émission de cette nouvelle saison des pros des cryptos. Votre machine à concentrer l'essentiel. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Ils sont là, nos premiers pros de la saison. Owen Simonin pour Meria et Thibaut Boutroux. Bonjour messieurs, bienvenue. Est-ce que vous avez passé un bon été, Owen? Très bon été. Oui. Vous avez plus de couleurs que d'habitude, Owen? Je les ai eus mes 2 semaines de soleil. Ça y est, vous les avez eus? Ça fait longtemps que vous les attendiez ces 2 semaines. Je courais après depuis des années. Ne réglez pas votre écran de smartphone ou de téléviseur. Non, il a bien des couleurs, c'est bien ça. Owen a pris un peu de temps pour lui cet été. Thibaut Boutroux a un peu plus l'habitude. Avant l'été, on se souvient, vous aviez déjà pris un coup de soleil. Ça, vous avez à nouveau des coups de soleil en cette rentrée. Ouais, mais c'est ça. Tant qu'il reste au travail, moi, j'ai le temps de me profiter un petit peu plus. L'été a été chaud, on est parfois au calme quand même, effectivement à la plage. Les marchés actions cet été ont été un peu chaotiques. Et sur le marché crypto, on n'a jamais la garantie d'entrer dans un univers de sérénité. Bien loin de là, les secousses sont souvent inattendues. Et elles ont perturbé ou pas l'été, effectivement, les secousses. Déjà, on s'en souvient, l'été avait quand même bien commencé, avec de bonnes nouvelles. On parlait ici, dans la dernière émission, du lancement des premiers ETF Ethereum. Il y avait aussi le remboursement des clients de Mt. Gox. L'été avait plutôt bien commencé en l'occurrence, Owen. Eh bien, ça ressemble à des bonnes nouvelles, mais si on prend purement le spectre spéculatif et le prix des crypto-monnaies, pas forcément. En fait, le remboursement des clients de Mt. Gox a créé un petit mouvement de peur. Mine de rien, ce sont des gens qui s'étaient fait voler des bitcoins il y a plus de 10 ans. On va leur rendre aujourd'hui. Le bitcoin n'a plus du tout la même valeur qu'il y a 10 ans, et donc une grande partie des gens qui vont percevoir ces bitcoins vont être vendeurs. Quoi qu'il en soit, c'est surtout la peur que ces gens soient vendeurs qui ont fait bouger les marchés des cryptos, on le sait bien, et c'était le cas principalement sur le mois de juillet. Également certains pays, comme l'Allemagne ou encore les États-Unis d'Amérique, qui vendent une partie des bitcoins qu'ils ont saisis dans certaines affaires criminelles. Et même la bonne nouvelle qu'a été l'ETF sur Ether, pour le coup, d'un point de vue spéculatif, c'est censé représenter la possibilité d'avoir un volume acheteur, donc une pression acheteuse et donc une hausse des prix. Eh bien, figurez-vous que depuis le lancement des ETF Ether, il y a plus de flux sortants que de flux rentrants. En fait, il y avait déjà un très gros produit qui a été recatégorisé en tant qu'ETF, c'est celui de Grayscale, et on voit déjà plus de 2,5 milliards d'euros sortir de ce produit. En grande majorité, 2 milliards sur les 2,5 milliards se sont repositionnés sur d'autres ETF, notamment celui de BlackRock. Mais il y a, si on regarde les flux entrants et les flux sortants, plus de 500 millions de dollars qui sortent des ETF Ether depuis le listing. Pour l'instant, les flux sont négatifs et il y a plus eu de pression vendeuse que de pression acheteuse. Et c'est ce qu'il va falloir regarder dans les mois à suivre pour voir une inversion de tendance quand on va commencer à se rendre compte qu'il y a, cette fois-ci, je l'espère, plus de flux entrants sur les terres que de flux sortants. Oui, il y a eu des grains de sable, donc c'est le cas de le dire, la plage, mais pas que, des grains de sable aussi pour l'écosystème crypto, effectivement, et des effets contre-intuitifs. Vous nous disiez, les ETF Ethereum, c'est une bonne nouvelle en soi, sauf que du coup, ça a entraîné sur Grayscale ce que vous venez de nous expliquer, et par ailleurs sur Mt. Gox, oui, c'est bien, les clients enfin remboursés, oui, mais ils risquent de vendre, et donc tout ça a pesé sur les cours. Et la rumeur, c'est quelque chose qui plaît et qui a particulièrement du goût dans le monde de la crypto, et donc ça
ça amplifie vite un mouvement à la baisse comme à la hausse. On entame cette nouvelle saison effectivement avec, en ce vendredi après-midi, on est rediffusé bien sûr le week-end et disponible sur toutes les plateformes, un Bitcoin sous les $60 000 et un Ethereum à $2523. Voilà où on en est. Pour en savoir plus quand même sur ces ETF Ethereum, les perspectives, les clients de Mt. Gox aussi peu à peu remboursés, vous pouvez vous référer aux précédentes émissions des Pros des Cryptos parce qu'on en avait aussi beaucoup parlé. Donc, bon, tout avait plutôt bien commencé cet été. Est-ce que vous vous souvenez néanmoins, messieurs, de ce que vous faisiez la nuit du 4 août ? Thibaut. Moi, je m'en souviens bien, parce que je dormais bien avant d'aller au JO, normalement le 5 août, et ma nuit a été assez courte et un petit peu perturbée. Les marchés financiers et l'écosystème crypto également ont été un petit peu secoués dans cette nuit du 4 au 5 août. Alors, l'origine de la secousse, elle vient du Japon, plus précisément de la Banque du Japon, qui a augmenté son taux de référence. Et ça a eu pour conséquence directe une baisse record, la deuxième baisse historique de l'indice boursier japonais, le Nikkei, qui a eu des répercussions en fait sur l'ensemble des marchés financiers internationaux. Le Nikkei a perdu 12%. C'est ça, 12,5% sur la journée. C'était la deuxième plus grosse baisse de l'histoire de l'indice. On attendait à ce que les États-Unis réagissent. Les États-Unis n'ont pas réagi. Du coup, ça a amplifié un petit peu le mouvement. Et donc, la crypto n'a pas été épargnée puisqu'il y a eu des gros mouvements durant cette nuit dans les cryptos qui ont été encore plus amplifiés parce qu'on a eu derrière les remboursements. Il y avait les remboursements de MT Gox qui étaient attendus, mais il y avait aussi les remboursements d'une autre plateforme qui était Genesis, qui devait aussi rembourser ses clients. On avait plus d'1 milliard de remboursements qui ont été annoncés à ce moment-là. On a eu également une société qui était Jump, qui est en pourparlers avec la SEC, qui a déplacé des fonds crypto sur des plateformes d'exchange, plusieurs centaines de millions. Là aussi, c'est des soupçons de vente. Donc tout ça alimente un petit peu la rumeur et la panique. Et là, on se retrouve à avoir des centaines de millions de liquidations en moins de 24 heures. On est à un peu plus de 600 millions de liquidations en moins de 24 heures. Un Bitcoin qui est retombé à $52 000, un point qu'il n'avait pas atteint depuis un moment. Alors après, il a repris potentiellement petit à petit des couleurs. Mais en tout cas, on a eu effectivement 24-48 heures qui ont été assez rouges sur les marchés crypto. Effectivement. Et donc, toujours, alors plus ou moins, ça dépend des périodes et des phases, mais parfois une corrélation entre le marché traditionnel, comme on dit, ce Nikkei dont vous nous parliez, qui a vécu l'une de ses pires séances, effectivement, la nuit du 4 août, la nuit ici, là-bas c'était le jour, en côté, à Tokyo, et un impact direct sur les cryptos, Owen ? C'est aussi ça la beauté de Bitcoin, c'est qu'on ne sait pas comment le qualifier. Des fois, il est corrélé à la bourse, des fois, il est corrélé inversement au dollar américain, des fois, il est corrélé aux valeurs de la tech. Et des fois, il suit son petit bout de chemin, ou encore il va se corréler à l'or quand on considère pendant quelques semaines que c'est une valeur numérique et que c'est une valeur de refuge. Ça dépend. Ça dépend de plein de moments. C'est ce qui fait que c'est très dur d'anticiper les prochains mouvements de Bitcoin. Depuis peu de temps, il y a beaucoup plus de flux du monde institutionnel. Et donc, ces gens considèrent le Bitcoin comme un actif volatile. Quand ils ont besoin de liquidité sur d'autres produits, ils ont tendance à vendre les actifs volatiles de leur portefeuille. Et donc, quand il y a un mouvement d'ampleur qui fait peur, on voit des baisses records sur Bitcoin et on se demande est-ce qu'il n'est pas censé normalement être résilient et résister à ce genre de phase ? Eh bien, ça dépend du comportement et de la position et surtout du degré d'éducation des gens qui le détiennent. Et comme il y a beaucoup de nouveaux et des gros volumes entrants qui ne connaissent pas encore l'actif, pour beaucoup, c'est une valeur à liquider pour générer du cash quand on en a besoin ou quand les temps durs arrivent. La confiance, généralement, dans des mouvements de cette ampleur, c'est aussi une accumulation en fait de plein de petits phénomènes qui, mis bout à bout, amplifient aussi le phénomène et la réaction des marchés. La confiance des institutionnels, on pourra la mesurer par exemple quand la Fed va commencer à baisser ses taux, le monétaire sur lequel les institutionnels ont énormément de liquidités, qui rapporte beaucoup, puisque les taux des banques centrales sont encore assez élevés. Dès que ces taux vont commencer à baisser, le monétaire deviendra moins attractif. Et là, les institutionnels voudront placer cet argent présent aujourd'hui dans le monétaire ailleurs. Alors dans le marché action, on espère que ça ira sur les actions, mais j'imagine dans l'univers crypto, on espère que ça ira peut-être un peu sur les cryptos aussi. Tout à fait, et comme la hausse des taux d'intérêt directeurs a fait du mal aux crypto-monnaies et a fait baisser leur cours momentanément quand les annonces ont été faites, on s'attend naturellement à ce qu'une baisse de ces taux d'intérêt directeurs vienne créer le mouvement inverse, et tout comme ça apporterait de la liquidité sur les marchés à capitaux, pourquoi pas de l'argent qui reviendrait sur les crypto-monnaies. On va en parler un peu plus en détail encore dans la suite de l'émission. On poursuit cette spéciale rentrée, on revit l'été crypto pour être à la page, être bien préparé pour les prochains mois. L'été, il a aussi été marqué par, alors ça c'était vraiment il y a quelques jours à peine, l'arrestation de Pavel Durov en France, fondateur de Telegram. Ça fait énormément parler, bien sûr, à l'échelle mondiale. Et peut-être encore un peu plus dans l'écosystème crypto. Déjà, on en est où ? Et pourquoi l'écosystème crypto suit-il d'aussi près ce sujet, Owen ? Aujourd'hui, il a été libéré sous caution, 5 millions de dollars, mais il ne doit pas quitter le pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a été arrêté dans la soirée du 24 août,
à l'aéroport Paris-Le Bourget. C'est ce qui fait qu'on en parle autant, notamment en France. Et ça a fait du bruit. Pourquoi ? Parce que c'est pas n'importe quel visage. C'est pour beaucoup, en tout cas, parce que c'est toujours une question de lecture, un visage de la liberté d'expression et des libertés numériques. En l'occurrence, il faisait partie de vContact, l'un des plus gros réseaux sociaux russes. En 2014, il a dû être exclu, il a dû quitter du coup ce réseau social pour la simple raison que il a refusé de censurer certaines prises de parole et de position qui étaient à l'opposition du pouvoir. Et donc, depuis ce moment-là, même en Russie, sur son réseau, il a refusé de censurer certains contenus. Ça lui a créé un certain visage, qu'il a d'ailleurs propulsé dans la création de Telegram, qui est aujourd'hui l'un des réseaux les plus utilisés dans le monde, et également, particulièrement, et c'est ce qui nous intéresse nous, dans le monde des crypto-monnaies. Alors naturellement, pour beaucoup, et notamment des personnalités publiques comme Edward Snowden, son arrestation est une honte, que ce soit pour la France ou que ce soit en considération de la liberté d'expression. En même temps, il ne connaît pas le fond du dossier. La justice fait son travail quand même. Très clairement. Et surtout, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on a une lecture qui peut être que incomplète aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est par ça que je vais terminer. Mais on a également Elon Musk qui lance Free Parov. On a également certaines politiques américaines qui en ce moment se saisissent d'un peu tous les sujets pour essayer de les mettre dans leur poche et en tout cas dans leur discours. Ce qu'il faut vraiment comprendre là-dessus, c'est que premièrement, le dossier est complexe parce que il est de nationalité française, russe, mais également et plus récemment la nationalité des Émirats Arabes Unis, parce que Telegram est positionné à Dubaï. Donc ça peut créer un jeu très complexe, et c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a probablement pas toutes les informations des discussions qui se passent. Et la deuxième chose, c'est que, en effet, Telegram est à charge. Apparemment, il n'y aurait pas suffisamment de modération, et ça permet donc des activités illicites. Les vraies grosses questions, c'est à quel point on doit en juger le créateur de l'outil pour certaines choses qui se passent sur le réseau. Et la deuxième lecture, c'est est-ce qu'on parle réellement d'un manque de modération, d'un refus de modération ou même d'une complicité de certaines activités illicites. Et ça, tant qu'on n'en a pas la réponse, eh bien, on ne sait pas quels chefs d'accusation sont légitimes ou non, et on ne sait pas à quel point c'est grave, et à quel point on va justement se ranger derrière cette liberté d'expression et cette, entre guillemets, censure, ou au contraire, un acte légitime de la justice qui ne devrait pas avoir autant de répercussions et autant de bruit sur les réseaux. Et la conséquence directe pour l'écosystème crypto sur le Toncoin, puisque l'annonce a affecté la crypto-monnaie Ton, qui pour beaucoup en fait est encore très assimilée au réseau social Telegram, bien que si elle a été effectivement fondée par Telegram, aujourd'hui elle est plus détenue et opérée par Telegram. C'est la communauté qui opère aujourd'hui le réseau, mais il y a eu 20% de baisse. Alors il a repris une partie de sa baisse aujourd'hui, mais il y a eu un impact direct et on a beaucoup d'investisseurs qui aujourd'hui attendent, alors que Ton était quand même un des réseaux qui avait un petit peu le vent en poupe ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc il y a un impact aussi direct sur cette économie-là. Oui. Le procureur lui reproche au patron de Telegram, par exemple, de ne pas livrer à la justice française certains documents. Voilà. Que ce soit parce qu'ils ne peuvent pas, ou que ce soit parce qu'ils refusent. Et encore une fois, ce sont toutes ces petites nuances que nous n'avons pas qui vont faire la gravité du dossier et l'importance de ce sujet, quoi. Et vous avez manqué ou pas, nos pros des cryptos ? Ils sont là, ils sont de retour en cette rentrée. C'est votre machine à condenser le temps qui s'active à nouveau. Tout un été en 20 minutes. Et puis aussi notre regard, notre perspective vers l'avenir. Qu'est-ce qu'il va falloir désormais surveiller là ? Ça y est, on est chaud, on est à point, on est uploadé, on est au courant de toute l'actualité de l'été. Maintenant, on se projette vers demain. Qu'est-ce qui marquera l'écosystème crypto ? Qu'est-ce que vous allez suivre ? Thibaut ? Alors déjà, il y a forcément les élections américaines. Pour faire une rétrospective déjà de ce qui s'est passé pendant l'été, on a d'abord eu Donald Trump qui a continué un petit peu ses déclarations plutôt favorables à l'écosystème crypto, en se positionnant comme un fervent défenseur de cet écosystème-là. Avec la petite nouveauté, c'est des déclarations aussi beaucoup plus concrètes, comme le fait de vouloir licencier Gary Gensler dès le premier jour de son mandat s'il était élu. Voilà, pas mal de petites choses comme ça. Il soutient également son fils qui est en train de porter un projet crypto, c'est mignon. Apparemment. C'est mignon. C'est mignon, oui. Je ne sais pas si c'est mignon, mais en tout cas, ça fait pas mal de... C'est mignon. Ça lui permet en tout cas d'alimenter son propos. La petite nouveauté aussi, c'est le retrait quand même de Biden de la campagne qui laisse place à Kamala Harris. Et ça rebat un petit peu les cartes puisque côté démocrate, ça permet d'ajuster un petit peu la stratégie côté crypto. Elle arrive avec un regard qui est beaucoup plus lissé sur les cryptos avec des nouvelles propositions. Et là où Biden était très étiqueté anti-crypto, Harris n'a pas forcément la même vision là-dessus, donc forcément ça rebat un petit peu les cartes. Et il y a aussi beaucoup d'acteurs crypto qui se sont soulevés en disant attention,
attention à toutes ces déclarations. Il y a notamment Vitalik Buterin qui a fait un papier sur ça, Arthur Hayes aussi qui est très écouté dans l'écosystème côté américain, qui ont dit attention parce qu'il y a beaucoup de déclarations qui sont des déclarations politiques, mais à quel point c'est des promesses qui vont être tenues ou pas, on ne le sait pas. Donald Trump a récupéré aussi des soutiens de Kennedy, un vice-président qui est plutôt le colistier, qui est plutôt pro-crypto, Vance qui détient aussi pas mal de crypto dans son portefeuille. Donc voilà, on va continuer à alimenter l'actualité avec ces sujets crypto, mais c'est certain que ça va être un des catalyseurs ou pas du marché crypto. Mais c'est vrai qu'il y avait des doutes sur la sincérité. Alors, il y en a toujours, bien sûr, des deux candidats, aussi de Joe Biden. La Kamala Harris, depuis qu'elle est la nouvelle candidate démocrate, a quand même assez rapidement choisi de se positionner, plus ou moins sincèrement, ça on verra, mais en tout cas, elle a voulu communiquer très vite. Ça leur a permis d'ajuster la stratégie. Et d'ailleurs, pour appuyer les doutes émis par notamment Vitalik Buterin et Arthur Hayes, c'est que sur les dernières prises de parole de Trump, alors il y a eu ce space avec Elon Musk qui a été très médiatisé et la crypto était la grande absente du débat. Il a également publié quelque chose avec ses 20 engagements principaux pour la campagne, où là, pareil, il n'y a aucune mention qui est faite aux crypto, donc ça a un petit peu déçu l'écosystème, donc il va falloir suivre ça de près. Alors on va prendre l'avion, on va se rapprocher des États-Unis et aller à Biarritz. Bah oui, c'est entre Paris et les États-Unis, Biarritz. C'est un peu plus proche de Paris, mais bon, c'est quand même dans la bonne direction. Surfing Bitcoin qui bat son plein en ce moment. Notre envoyé spécial Amaury de Tonquédec y est sur place, donc sur la côte basque. L'écosystème crypto et le monde entier a donc les yeux rivés, Amaury, sur l'élection américaine. Mais est-ce que l'élection d'un candidat en particulier pourrait changer la donne pour les cryptos à l'échelle mondiale? Vous êtes Amaury avec Yorick de Montbine, conseiller référendaire à la Cour des comptes. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On est à Biarritz, la capitale européenne du Bitcoin pendant 3 jours, à Surfing Bitcoin. Et pour l'occasion, voilà, j'ai vraiment une question importante à poser à Yorick de Montbine. Yorick, merci d'être avec nous. On a la présidentielle américaine qui arrive au mois de novembre. Tout le monde en parle, tout le monde dit que ça va influencer l'écosystème crypto de manière globale. Mais moi, j'ai une question pour commencer. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, que ce soit Donald Trump ou alors Kamala Harris qui passe? Peut-être déjà pour commencer, on peut peut-être discerner à la fois ce qu'ils disent, ce que chaque candidat dit individuellement et la formation politique qu'il y a derrière chaque candidat et les parties de leur programme qui pourraient influencer l'écosystème crypto. Peut-être déjà pour commencer, que disent Yorick pour vous, Donald Trump et Kamala Harris individuellement? Oui, moi je pense que cette élection va être déterminante, va avoir un impact important sur le développement des cryptos aux États-Unis et dans le monde. Donc quand on regarde ce que les deux candidats disent, le préalable à avoir en tête, c'est qu'il est très probable que ni l'un ni l'autre n'ait la moindre connaissance ni le moindre intérêt pour les cryptos. On est vraiment dans une logique de promesses les plus clientélistes et démagogiques possibles des deux côtés. Les deux côtés ont identifié que c'était un sujet électoral et qu'il y avait une catégorie électorale à flatter. Entre les deux candidats, il y en a quand même un qui se montre beaucoup plus favorable aux cryptos que l'autre, c'est Trump. Il a dégainé en premier. Dans son style désordonné et confus, il a fait énormément de promesses, mais qui vont beaucoup plus loin que Kamala Harris. Donc là, entre les deux candidats, c'est très clair. Bon, donc Trump, a priori, plus favorable personnellement aux cryptos que Kamala Harris, mais maintenant, dans les équipes qui les entourent et dans le reste, tout simplement, de leur programme aussi, comment, de quel côté ça pourrait avoir le plus d'impact positif ou alors négatif pour l'écosystème crypto, du coup, de manière globale, même internationale? Là, c'est la même chose. Quand on compare les deux entourages, les deux camps, les deux idéologies, le camp républicain est nettement plus favorable aux cryptos. Il y a plus de parlementaires républicains favorables aux cryptos, comme Cynthia Lummis, alors que dans le camp démocrate, il y a Elizabeth Warren. Le camp de Joe Biden s'est montré favorable aux monnaies numériques de banque centrale, qui sont donc des concurrents directs des cryptos. Par ailleurs, le programme macroéconomique et de finances publiques de Kamala Harris, qui va consister à augmenter les impôts, à creuser les déficits, va avoir un impact indirect sur les cryptos. Défavorable, très probablement. Donc on peut dire, Yorick, aujourd'hui que, bon, on parle là uniquement de crypto, de développement de l'écosystème à l'échelle internationale. Si Donald Trump passe en novembre, ça pourrait accélérer le développement de l'écosystème, alors que si Kamala Harris passe, ça pourrait le freiner, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Oui, exactement. Les États, fondamentalement, sur le long terme, ne peuvent pas grand-chose contre Bitcoin. Ils peuvent être très néfastes aux cryptos, en revanche.
Et en tout cas, si c'est Trump qui gagne, ce sera beaucoup plus favorable pour les deux, pour Bitcoin et pour les cryptos. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Voilà, Amaury et Yorick de Montbaigne depuis Biarritz, Surfing Bitcoin qui se poursuit. Amaury est notre envoyé spécial et donc là il s'engage. Yorick, il estime que c'est voilà, mais bon c'est peut-être un biais personnel, j'en sais rien, mais les cryptos à ses yeux votent républicains, voilà, et les républicains votent plus crypto que les démocrates. Je sais pas si vous partagez cet avis. Je sens un biais, mais c'est peut-être un feeling personnel. Il y en a peut-être un et c'est vrai que y a des gens qui sont pro Bitcoin dans les deux camps, hein, quoi qu'il arrive depuis toujours. Mais c'est vrai que si on fait parler les chiffres. Et pour le coup, Yorick de Montbaigne le dit très bien, c'est vraiment ce qui se dégage, et surtout aux États-Unis. Donc je suis plutôt d'accord avec sa lecture. Thibaut, pareil. Vous n'allez pas contredire le chef, hein, Thibaut? Non, mais la tendance va de ce sens-là, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir que quoi qu'il arrive, il y a des partisans dans les deux cas. Donc, ce qui va changer, en fait, si c'est l'un ou l'autre, c'est plutôt l'échelle de temps à laquelle Bitcoin va prendre de la place, mais dans tous les cas, il prendra de la place. Présidentielle américaine le 5 novembre prochain, et on vous fait vivre la campagne au quotidien, d'ailleurs, sur BFM Business, chaque jour. Voilà, au quotidien, véritablement. D'autres points à regarder, d'autres grands enjeux qu'il ne faudra pas rater dans les prochains mois pour l'écosystème crypto, Owen? On doit revenir sur les taux d'intérêt directeurs parce que c'est ce qui est regardé, c'est ce qui est très discuté. Paradoxalement, on a quand même eu un été qui était relativement calme. Hein. Quand on dit sell in May, go away, il y a beaucoup de volume en moins l'été. Les gens regardent moins les crypto-monnaies. Alors comme c'est un marché volatile, on peut avoir des grosses surprises dans un sens ou dans l'autre. Mais là, dans les grosses dates et dans les gros points qui sont attendus, il y a principalement ces taux d'intérêt directeurs. En tout cas, si on regarde et si on conserve le point de vue de la spéculation, c'est ce qui avait bien pénalisé le prix des crypto-monnaies et c'est ce qui est donc attendu puisqu'il y a les premières baisses attendues dès septembre, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis qui pourraient driver le marché des cryptos et offrir un peu de vert sur CoinMarketCap. Effectivement, 18 septembre, la décision de la Réserve fédérale américaine. On a des chiffres d'inflation d'ailleurs aujourd'hui, le PCE que suit très près la Fed qui est encourageant, hein, qui marque une inflation qui continue de ralentir, qui plaide dans le sens d'une première d'ailleurs pour la Fed, première baisse de taux là dès ce mois de septembre. Le marché en espère plusieurs autres d'ailleurs d'ici la fin de l'année. Peut-être que le marché est un peu optimiste. On verra, on suit ça bien sûr. D'autres points à suivre en cette rentrée, Thibaut? Ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant ce calme-là, en fait, ceux qui profitent un petit peu de la calmie, c'est les acteurs institutionnels et les gros détenteurs de Bitcoin qu'on appelle les whales, qui continuent en fait d'accumuler un petit peu au profit du particulier, puisque là où les particuliers ont un petit peu de mal à trouver leur place sur le marché, les gros investisseurs ont profiter finalement des petits épiphénomènes pour recharger. Et on a beaucoup de nouveautés côté institutionnel qui n'ont pas fait forcément beaucoup de bruit. Et par exemple, en France, aujourd'hui, il y a un groupe qui permet aujourd'hui d'investir du Bitcoin directement dans un plan d'épargne retraite. On a des États américains qui mettent du Bitcoin dans leur réserve. On a aussi une sénatrice qui propose pour que la Réserve fédérale américaine ajoute du Bitcoin. Donc il y a pas mal de petites news comme ça. La plus grosse banque brésilienne aussi qui permet à ses clients aujourd'hui de s'exposer à Bitcoin et à Ether. Donc plein de petites news comme ça qui passent quasiment inaperçues, mais qui sont quand même des signaux plutôt positifs. Aurore Laluc n'est pas encore favorable au Bitcoin. On n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là. Il va falloir travailler encore quelques années. Députée européenne engagée, elle, pour le coup, contre l'écosystème crypto. Mais c'est bien, c'est ce qui crée aussi du débat, en l'occurrence. Merci, messieurs. La première des pros des cryptos, une émission spéciale rentrée. Je pense qu'on est bien uploadé là. 100% uploading. On est à jour. On est à jour. Et on est prêt pour affronter les grands enjeux que vous nous ferez vivre semaine après semaine. Merci beaucoup. Thibaut Boutroux et Owen Simonin pour Meria. La chaîne Asher aussi, votre chaîne YouTube. On est à combien d'abonnés? Je le savais. Un peu plus de 680. On est à 682 000. Ah, ça monte, hein. Ça monte, effectivement. Ça, 700. Hein. Effectivement. C'est presque autant que le nombre de spectateurs aux Jeux Olympiques. Pas complètement encore. Non, pas complètement. Continuez un petit peu. Merci, messieurs. Et on peut vous suivre, bien sûr, retrouver en replay tout au long du week-end cette première de la saison des pros des cryptos. Bon week-end à tous.